Le débat fait partie de l'ADN du peuple juif. Mais ces derniers temps, il y a un triste consensus. L'antisémitisme est en train de remonter en flèche. Anti-Semitic incidents are at a record high. Hate-filled anti-Semitic flyers appeared yesterday morning. The satanic Jews. Talking about all these Jews need to die. Et il frappe de partout. À l'extrême droite, il est facile à repérer. On connaît ses slogans, ses discours de haine, et trop souvent, ses conséquences sont mortelles. Mais personne n'est à l'abri. Jews will not replace us. Cette haine millénaire est aveugle politiquement. Congresswoman Ilhan Omar under attack for anti-Semitic tweets. Elle infiltre toutes les idéologies si on n'y prend pas garde. Même les espaces dédiés à la justice sociale peuvent en être contaminés. Et quand on est soi-même progressiste, il y a quelque chose d'effrayant à devoir admettre que parfois, le danger vient de notre propre camp. Disgusting kind of anti-Zionist things coming from the political left. From the river to the sea, Palestine will be free. Alors, comment repérer les signes d'antisémitisme dans nos milieux à nous? Et surtout, comment réagir? Ça peut sembler sortir d'un roman de science-fiction, mais l'antisémitisme est métamorphe. Il change de forme selon l'époque et le public. Regardez les théories du complot anti-juif. D'un côté, les antisémites nous décrivent comme impurs, inhumains et à peine mieux que des parasites. De l'autre, ils nous attribuent des pouvoirs surhumains. Contrôler les banques, les médias, le climat, les gouvernements. Faudrait choisir une version, hein. Mais c'est justement cette incohérence globale qui le rend si redoutable. L'antisémitisme peut enfiler n'importe quel costume idéologique. Et oui, dit comme ça peut paraître un peu tiré par les cheveux. Comment une lutte pour plus de justice pourrait-elle devenir le terreau d'une haine aussi ancienne? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Si on apprend à repérer les signes d'un antisémitisme rampant, on peut l'arracher à la racine et construire des espaces vraiment inclusifs. Mais il faut rester lucide. Aucune idéologie n'est immunisée parce que cette haine a une capacité unique à s'accrocher à n'importe quelle cause. Je vais vous en donner un exemple. On réfléchit beaucoup à la question de l'identité, et je pense qu'on est pas mal dans cette situation. Alors, qui on est? Où est notre place dans le monde? Et pour être honnête, j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans une communauté bienveillante, curieuse, composée de gens qui se posent les mêmes questions. Parfois, cette recherche nous a aussi blessés, parce qu'aujourd'hui, ces questions si personnelles sont parfois instrumentalisées par des personnes de mauvaise foi. À titre personnel, je pense sincèrement que chacun devrait avoir le droit de se définir lui-même, de reconnaître ses difficultés comme ses privilèges, de nommer ses souffrances et ses victoires. Mais ça n'a pas toujours été évident, même dans des milieux censés défendre ses valeurs. Et pour être honnête, ça fait très mal. Alors je crois profondément que certaines personnes partent avec plus d'avantages que d'autres. On appelle ça, dans certains cercles, des privilèges. Par exemple, dans certains pays, y compris la France, jusqu'au milieu, voire la fin du XXe siècle, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Pas de mari, pas d'accord? Et bah tant pis pour vous. Ce genre de règle, c'est ce qu'on appelle un privilège structurel, en l'occurrence pour les hommes. C'est un concept précieux parce qu'il nous aide à repérer ce qu'il faut changer pour avancer ensemble. Alors, où est le problème? Comment cette idée centrale peut-elle se retourner contre les juifs? Et bah, comme on le disait, c'est pas automatique. Et souvent, ce n'est pas le cas. Mais quand on applique cette notion de privilège de façon trop large à des groupes entiers, on peut vite tomber dans des raccourcis dangereux. Dans certains milieux, les juifs, une minuscule minorité qui subit toujours un nombre disproportionné de violences, sont perçus comme particulièrement privilégiés, voire complices d'un système oppressif. Comment est-ce qu'on en arrive là? C'est un sacré glissement. Et pourtant, ça arrive. En 2020, lors d'un débat virtuel organisé par la fameuse université de Stanford, des trolls racistes ont zoom-bombé la réunion. Autrement dit, ils l'ont envahi en ligne pour y balancer des messages haineux. Svastika, insulte antisémite et anti-noir, un festival de haine gratuite, lâché sur un espace censé être sûr et respectueux. Moi je suis très actif et très exposé sur les réseaux sociaux. Je sais ce que ça fait de se retrouver dans la ligne de mire de ce genre de haine. C'est violent. Mais le comité diversité, équité et inclusion de Stanford a décidé de ne pas s'attarder sur l'antisémitisme. Ils ont expliqué que ce serait distrayant par rapport au racisme anti-noir. Comme si, dans l'échelle de la souffrance,
il fallait choisir une priorité. Les Noirs sont plus opprimés que les Juifs, donc eux seuls méritent notre attention. D'ailleurs, cette logique binaire efface complètement l'existence des Juifs noirs qui se retrouvent pris en étau, sommés de choisir entre deux facettes de leur identité. Pourtant, ces deux communautés ont été visées par les mêmes racistes, mais Stanford a décrété qu'une seule avait vraiment le droit de se sentir en insécurité. L'autre, apparemment, avait trop de privilèges pour qu'on s'en préoccupe. J'ai l'impression que ici en France, et pas très loin, en Belgique aussi, et ça franchement, ça nous énerve, parce que ça fait deux choses terribles. D'abord, ça transforme le concept de privilège, un outil utile pour penser les injustices, en une espèce de jeu à somme nulle. Si l'un souffre, l'autre doit se taire. Ensuite, ça nous dépossède de notre vécu. Dans ce cas précis, une personne juive disait simplement « moi aussi j'ai été visée, on peut en parler ?» Et au lieu d'écouter, au lieu de laisser les personnes concernées nommer ce qu'elles vivent, le comité de Stanford a fait comme si leur douleur n'avait pas d'importance, comme si être juif c'était déjà trop privilégié pour mériter qu'on s'y attarde. Pire encore, certains ont même accusé les juifs présents de racisme, juste parce qu'ils voulaient qu'on parle d'antisémitisme. Je le répète parce que c'est ahurissant. Des juifs ont été traités de racistes pour avoir osé dire que les suprémacistes blancs les visaient. Y a pas un truc qui cloche là? À partir du moment où on commence à définir à la place des gens ce qu'ils vivent, qui ils sont, ce qu'ils devraient ressentir, comme l'a fait le comité de Stanford, on glisse vers une forme de dogme qui peut très facilement nourrir l'hostilité envers les juifs. Dans certains milieux, on est même allé jusqu'à affirmer que les juifs soutiennent la suprématie blanche. Sérieusement, comment peut-on être à la fois victime et pilier d'un système qui cherche à nous éliminer? Pour comprendre ça, je vous invite à écouter cette magnifique démonstration sur l'œuvre de Horia Boutelja. Mais je veux être clair là-dessus. La race, en tant que concept, est une invention récente, une construction sociale née au XVIIe siècle en Europe pour justifier l'esclavage et la colonisation. Aujourd'hui, le mot blanc désigne souvent la majorité, les privilégiés, les puissants. C'est un sacré raccourci d'appliquer ça aux juifs. Parce que pendant des siècles, nos voisins se sont acharnés à nous rappeler qu'on n'était jamais tout à fait d'ici. Peu importe le pays, on restait avant tout des juifs, en marge des catégories comme européens ou arabes. Même dans des pays relativement tolérants comme les États-Unis, il a fallu du temps pour qu'on nous accepte. Dans les années 1940, oui, les années 40, les sondages montraient que les Américains voyaient les Juifs comme la menace principale pour leur société. Et ce, alors même que les nazis étaient en train d'exterminer les nôtres dans les camps de concentration. C'est fou, non? En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que les Juifs étaient massacrés en Europe, une partie de l'Amérique pointait du doigt les Juifs. Face à ce rejet, beaucoup ont tenté de s'intégrer coûte que coûte. Ils ont rangé leur kippa, modifié leur nom, essayé de passer pour blanc. Le mot blanc, au fond, c'est une notion fuyante. Sa définition change selon les époques, les contextes, les intérêts. Aujourd'hui, dans certains milieux, blanc est devenu un raccourci pour dire privilégié, voire complice de la suprématie blanche. Et franchement, c'est difficile à avaler quand on est juif. Quand on a vu de près ce que les suprémacistes blancs ont à dire sur nous, se faire accuser de soutenir cette idéologie alors qu'on en est une des cibles historiques, c'est douloureux. On a juste envie d'exister sans avoir à se justifier en permanence. Parfois, j'ai l'impression que c'est pas possible, qu'on doit constamment passer des tests de pureté idéologique pour être accepté. Linda Sarsour, l'une des organisatrices de la Women's March, a un jour déclaré « On ne peut pas être féministe et sioniste », comme si les juifs devaient choisir entre la libération des femmes et la leur. C'est absurde. Bien sûr qu'on peut défendre les deux à la fois. Autre exemple, la marche des fiertés queer de Chicago, le Dyke March, a interdit les drapeaux arc-en-ciel arborant une étoile de David. Les organisateurs, farouchement anti-sionistes, ont expliqué qu'ils voulaient éviter de déclencher une gêne chez ceux qui associent Israël à l'oppression. Mais ce genre de logique rigide ne s'applique qu'aux juifs. Personne ne demande aux Américains d'origine pakistanaise de renier le Pakistan pour être acceptés comme féministes. Aucun chrétien n'a à cacher sa croix avant de défendre les droits LGBTQIA+. Mais les juifs, eux, doivent choisir. Croire en leur propre émancipation ou en celle des autres, pas les deux. Et moi, je vous pose la question. Comment peut-on parler de justice et d'égalité tout en dressant des barrières pour exclure les juifs qui ne pensent pas exactement comme vous? La justice sociale ne devrait-elle pas être plus large, plus accueillante? Around the world, we saw attacks against Jews. Where are my social justice warrior friends? On peut très bien poursuivre les mêmes objectifs nobles sans marcher au pas idéologique. Je veux qu'on construise un monde où on peut se soutenir, même quand on n'est pas d'accord sur tout. Et pour ça, je crois qu'on peut s'inspirer d'une vieille tradition juive.
Vous connaissez la fameuse expression « deux juifs, trois opinions ». Eh ben, elle vient pas de nulle part. Le Talmud, un de nos textes fondateurs, est littéralement une compilation de débats sur plusieurs siècles. Des discussions passionnées, parfois contradictoires. La diversité des idées, le questionnement constant, ça fait partie de notre ADN culturel. Et on ne devrait pas avoir peur de ça. On n'est pas obligé d'accepter que d'autres définissent à notre place qui nous sommes. Ce n'est pas aux autres de décider ce qu'est ou n'est pas de l'antisémitisme. On a le droit de questionner les récits simplistes sur les privilèges ou les critères d'entrée dans les espaces progressistes. Et on a le droit, même le devoir, d'interroger toute idéologie, de droite comme de gauche, qui se retourne contre nous. Ce n'est jamais facile et encore moins agréable. Porter une voix dissonante, ça expose à la critique, à la colère. If I said that I would not debate with a Pakistani, I would rightly be called a racist. My question for you is, are you a racist? Mais se laisser définir de l'extérieur, se voir imposer ce qu'on doit croire ou ressentir, ce n'est pas un prix à payer pour être accepté chez soi. Parce que définir son identité, ce n'est pas un privilège, c'est un droit et il est temps de le reprendre pour de bon.